Pello Bilbao. Il a pris le lead de cette équipe Bahreïn à la place de Mikel Landa, tu penses? Encore une fois, Mikel Landa, il fait quand même 3e du Giro, là où Pello Bilbao n'a jamais fait de podium sur un grand tour. Disons qu'à valeur égale, je pense que Mikel Landa est encore meilleur que Pello Bilbao, mais Pello Bilbao est plus fiable. Et pour moi, il est plus complet. Plus fiable, plus complet. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il lui manque encore un podium sur un grand tour pour dire qu'il a pris totalement le leadership. Patrice Julien, allez mon Juju, il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. La grande presse 2023 par Vélo Podcast, ça continue. Et là, on arrive maintenant dans les top teams mondiales avec aujourd'hui Étienne Gourceau qui est avec moi. Salut Étienne. Salut Guillaume. Est-ce que tu es prêt à déchaîner les passions avec la Bahreïn Victorious? Oula oui, alors on va parler que de cyclisme maintenant. Oui, j'espère bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, il y aura pas mal à dire sur cette équipe qui est finalement a terminé 8e de ce bilan 2020-2022. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, 6e équipe mondiale en 2022, la Bahreïn Victorious. On écarte les 4 équipes. Les top 4 mondiales, c'est la Jumbo, la UE, la Ineos et la Soudal Quick-Step. Finalement, Bahreïn fait partie de ces tops équipes, on va dire, dans le groupe des poursuivants. C'est marrant ce que tu me dis, Guillaume, parce que en préparant ce podcast, j'étais convaincu que la Bahreïn avait totalement disparu après la victoire de Matej Mohoric sur Milan-San Remo. Je pensais qu'ils avaient vraiment pas performé, comme quoi on a un peu de mémoire sélective quand on veut. J'ai préparé le dossier, je m'aperçois que non, au contraire, ça a performé de bout en bout. Peut-être un peu moins sur le Tour de France, mais sinon la Bahreïn a été performante avec beaucoup de coureurs différents en plus. Eh ben on va en parler tout de suite de cette Bahreïn Victorious en 2022 qui a quand même remporté 21 victoires. Alors dit comme ça, 21 victoires, c'est pas énorme. Mais quand on est la Bahreïn Victorious, les principales victoires, elles sont au World Tour. Et c'est quand même des grosses victoires. Matej Mohoric qui remporte Milan-San Remo, tu l'as dit. Dylan Teuns qui remporte la Flèche Wallonne. Santiago Buitrago qui, lui, a remporté une étape sur le Giro. Tu ajoutes à cela Mikel Landa qui fait 3e du Giro et Pello Bilbao qui fait 5e de ce Giro. Caruso et Jack Haig qui font tous les deux top 5 au Dauphiné, qui font presque top 10 sur toutes les courses par étape World Tour. C'est une équipe qui compte. C'est ça, c'est des coureurs qui sont capables de viser des top 3 sur le grand tour, de performer aussi sur des tours d'une semaine, d'aller chercher des victoires aussi en échappée pour d'autres. Je pense à Buitrago. C'est complet la Bahreïn, c'est fort. Sur des parcours puncher, grimpeurs, c'est une des top 5 équipes mondiales dans ce domaine, très largement. T'as quand même un coureur, on a l'impression qu'il a vraiment passé un cap en 2022, c'est Pello Bilbao. Il s'est affirmé comme un des tout meilleurs coureurs au monde et c'est tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Il va bientôt avoir 33 ans. Quand on refait sa saison, c'est quand même d'une régularité dingue. 3e de l'UAE Tour, 5e d'Estrade, 9e de Tirreno, 5e du Tour du Pays Basque. Il fait 4e du Tour des Alpes, 5e du Giro, 3e du Tour de Pologne, 2e du Tour d'Allemagne. Il fait 12e à Québec, 9e à Montréal. Et c'est quand même une saison 2022 énorme. C'est une saison 2022 d'un coureur qui a fait beaucoup de bien à son équipe car il a été capable de rapporter des points. Maintenant, sur le plan des victoires, c'est 3 victoires d'étape. En fait, pour que sa saison soit parfaite, je pense qu'il lui manque le classement général. Il était pas si loin que ça sur le Tour des Alpes. Cocorico, c'est Romain Bardet qui a tout renversé le dernier jour. Pour Pello Bilbao, c'est ça. Il lui a manqué juste cette grande victoire sur un classement général qui aurait fait basculer sa saison dans une encore autre dimension. Là, on a l'image de ce coureur qui est placé, mais encore rarement gagnant. Il a franchi un cap. Le dernier cap qu'il doit franchir maintenant, c'est d'aller chercher cette gagne. Pello Bilbao, finalement, est-ce que c'est pas à l'image de cette Bahreïn? Tu as devant des équipes comme la UE et la Jumbo qui trustent toutes les grosses victoires. Quand tu es la Bahreïn, que tu te présentes forcément sur les mêmes calendriers que ces équipes-là, Pello Bilbao sur les mêmes calendriers que les gros leaders de ces équipes-là, est-ce que tu peux vraiment obtenir mieux? Très bonne question, j'ai envie de te dire non. C'est clair que quand tu tombes sur Primoz Roglic, Tadej Pogacar, voire Jonas Vingegaard, je dis pas que tu pars battu, mais il faut un miracle pour aller renverser à la pédale ces coureurs-là. Parmi les coureurs qui ont aussi brillé pour la Bahreïn, je te parle d'un Mikel Landa. Est-ce que Mikel Landa, lui, a un petit peu sous-performé par rapport au niveau auquel on l'attend? Il y a beaucoup de tweetos qui le défendent. Moi, sans le défendre, je vais quand même rappeler qu'il a terminé 3e du Giro. 3e du Giro, 3e du Tour de Lombardie. C'est ça, donc le problème de Mikel Landa, c'est qu'il lui manque ce petit truc pour aller chercher les grandes victoires. Il n'a pas ce jump que peut avoir un Vingegaard ou un Pogacar. Il lui manque peut-être de bien rouler chrono pour limiter la casse. C'est un très bon grimpeur qui était quasiment du niveau de Bardet, Hindley et Carapaz sur le Giro. Il lui manque peut-être ce petit truc, mais on peut pas cracher sur une saison de quelqu'un qui fait 3e sur un monument et 3e sur un grand tour. Des coureurs capables de briller sur un monument et sur un grand tour la même saison, ça se compte presque sur les doigts d'une main, Guillaume. Donc à partir de là, on peut pas dire qu'il a sous-performé. Est-ce que finalement Mikel Landa, on n'en attend pas un peu trop de lui? Peut-être. Il fait aussi 3e de Tirreno en 2022. Bah voilà. Bon,
certes très loin de Pogačar qui a vraiment écrasé la course durant toute la semaine, mais troisième encore une fois. C'est des gros ouais, points. mais attends, Mikel Landa, finalement, on voit qu'il brille quoi sur... c'est malheureux à dire, il brille sur 3 courses du calendrier italien, mais contrairement à Bilbao, il n'est pas aussi performant sur toute la saison, et il fait pas autant de courses pour performer sur toute la saison. Bon, il a fait le Giro et la Vuelta, il a fait 2 grands tours, mais au final, on l'attend peut-être plus sur d'autres courses par étape aussi. Ce qui fait mal avec Mikel Landa, c'est qu'il est capable de faire 3e du Giro, il revient 2 mois après, il est 65e d'une grande course, et tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé, il est incapable de suivre ne serait-ce que des modestes grimpeurs, voire même des non-grimpeurs, il est largué avant eux. Et ça, c'est tout le mystère de Mikel Landa, capable d'être à un très très bon niveau, et après on sait pas trop pourquoi, il est complètement largué. Mais c'était déjà ça, quand il se révèle sur le Giro en 2015, un Giro qui, si à mon sens, si on lui laisse les coups des franches, il pouvait aller gagner. Il est énorme sur tout le mois de mai de 2015 sur ce Giro. Après, il disparaît, il claque une Vuelta, mais son bilan, il est presque famélique sur le reste de la saison. J'ai envie de dire, c'est le Mikel Landa habituel finalement qu'on a en 2022. Il y a d'autres coureurs qui ont brillé aussi pour la Bahreïn. Les Jack Egg, les Damiano Caruso, ça fait aussi partie de ces très bons grimpeurs. Hein. Alors Jack Egg a été un peu malchanceux, notamment sur le Tour de France, encore une fois. Il a pas été au même niveau sur la Vuelta. Après, c'est un coureur qui est fiable. On sait que quand il est en forme, c'est top 5 d'un grand tour, c'est top 3 d'une course World Tour d'une semaine. Sur un grand jour, pourquoi pas elle en gagne une s'il n'y a pas une si grande concurrence que ça, c'est fiable. C'est pas le crack intergénérationnel, mais ça reste fiable. Et Damiano Caruso, qui avait fait 2e du Tour d'Italie en 2021, qui avait fait une bonne première partie de saison, et puis qui est passé au travers du Tour de France, qui avait même abandonné. On en attend un petit rebond en 2023, mais ça va être intéressant. Bon, on va parler d'un autre coureur italien, c'est Sonny Colbrelli. Forcément, faire un petit passage sur Sonny Colbrelli, parce que c'était un coureur qui avait impressionné en 2021, notamment. On refait un peu le déroulé de ce qui s'est passé. Il est sur le Tour de Catalogne, première étape. Il termine 2e en plus de cette première étape, juste derrière Michael Matthews. Et puis, tu as un arrêt cardiaque pour Sonny Colbrelli, juste à la fin de cette première étape, derrière la ligne d'arrivée. Et puis, c'est tout simplement ce qui a marqué la fin de la carrière de Sonny Colbrelli, qui était l'un des 5-6 meilleurs coureurs au monde en 2021. Il a énormément manqué, le vainqueur de Paris-Roubaix 2021, il a énormément manqué à la Bahreïn en 2022. C'est ça, c'est un coureur qui est capable de gagner Paris-Roubaix tout en faisant 2e d'une étape plus que vallonnée sur le Tour de France avec 2 cols assez difficiles, capable de suivre David Gaudu notamment dans le Portet d'Aspet et dans le Port de l'Ers. Ça situe quand même le niveau de polyvalence du garçon. Ce qui lui est arrivé, c'est terrible, mais ça montre qu'il y a des choses bien plus importantes que le cyclisme. Mais aujourd'hui, voir Sonny Colbrelli en vie, relativement en bonne santé par rapport à ce qui lui est arrivé, bah écoute, je suis heureux pour lui, je suis heureux qu'il s'en soit sorti. Ça aurait été terrible que sa vie s'arrête au Tour de Catalogne, ou pire qu'il se soit transformé en légume parce que les fonctions vitales auraient été altérées trop longtemps. Il va à peu près bien. Sonny Colbrelli, j'ai envie de te dire, si tu nous écoutes, bonne après-carrière, mais on sait que t'es passé à côté de quelque chose de bien plus dramatique qu'un simple arrêt de carrière. Pour prendre un petit peu plus de recul sur le cas Sonny Colbrelli par rapport à la Bahreïn, quand tu as un tel leader comme Sonny Colbrelli qui te manque sur toute une saison, c'est quand même compliqué de rebondir, parce que c'est-à-dire que aussi, et de manière très terre à terre, tu investis de l'argent sur un gros leader, tu lui mets un gros salaire, et cette masse salariale, tu ne la mets pas sur quelqu'un d'autre que tu peux recruter. C'est un énorme manque sur une saison. Sur en plus un profil où Sonny Colbrelli était vraiment le leader principal pour la Bahreïn, avec ce profil capable de gagner des points sur des sprints. Et Guillaume, toi tu me parles de financier, tu as tout à fait raison, mais imagine ses coéquipiers, et notamment ceux qui étaient avec lui au Tour de Catalogne, tu as failli perdre, à minima un coéquipier, j'ai envie de dire, t'as failli perdre un ami. Tu te rends compte pour les autres coureurs dans leur tête ce qui a dû se passer. Ça doit pas être facile de se reconcentrer, de se dire, allez, je refais du vélo. Moi, je sais pas si mon copain, il va survivre. Toi, tu dois encore continuer sur le Tour de Catalogne, mais tu sais pas si ton copain va survivre. Je serais pas surpris que ça ait marqué, que c'est quand même mis un coup sur le casque de ses coéquipiers. Là, on parle de choses qui sont plus graves que le vélo en lui-même. Psychologiquement, ça a quand même dû être dur pour l'ensemble de son équipe, et même pour le staff d'ailleurs. Il a fallu se remobiliser après ça. Oh, et bien évidemment, quand je parle de financier, c'est parce que dans la construction d'une équipe, quand tu as un tel leader qui te manque, c'est quand même très compliqué de savoir de rebondir derrière. Et cette équipe Bahreïn, elle a su rebondir. Elle a su rebondir, tout à fait. Il y a peut-être eu un tout petit moment de flottement, et encore, comme je t'ai dit, en revisionnant les résultats, on peut même pas parler de ça parce que Dylan Teuns, très peu de jours après, moins d'un mois après, il gagne à la Flèche Wallonne. Donc bon, non, c'est clair que chapeau à cette équipe d'avoir su rebondir, parce que là, c'était vraiment quelque chose. Enfin, ça aurait pu plomber leur saison d'un point de vue, comme tu l'as si bien dit, d'un point de vue comptable, parce qu'ils perdent le seul coureur de leur équipe capable de marquer des points sur des profils comme les Flandriennes ou même des sprints. Donc là, d'un point de vue comptable et numérique, c'était une grosse perte.
Et puis il y avait tout l'impact psychologique, il a fallu rebondir. Ça doit pas être facile de refaire du vélo après ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis Sonny Colbrelli, c'est un mec qui faisait pas de bruit forcément dans le peloton, mais qui était un mec qui était plutôt apprécié, j'ai l'impression quand même, qui était vraiment un coureur de talent. Et puis forcément, tu l'as dit Étienne, on est juste très content de le voir en vie. Je crois qu'aujourd'hui il vit avec un pacemaker et que maintenant ça y est, la deuxième vie pour lui elle commence, et juste de le voir traîner autour des bus d'équipe les jours de course, c'est déjà une énorme satisfaction. Et puis entre nous, Guillaume, le cyclisme ne s'arrête pas qu'au fait de rouler. Il peut très bien rebondir. C'est un coureur qui sait comment faire pour gagner. Peut-être que avec un peu de formation ici ou là, il pourra devenir un directeur sportif tout à fait honorable. Il a gagné Paris-Roubaix, il sait comment ça se gagne, dans des conditions en plus totalement incroyables, avec la boue, la pluie, tout ce que tu veux. Donc il sait faire. Donc peut-être qu'il pourra apporter son expérience autrement que sur la route. La grande présentation de l'équipe Bahreïn victorieuse pour la saison 2023, ça continue avec les transferts. 8 départs en tout pour la Bahreïn victorieuse. On va se concentrer sur les principaux. Bon, forcément par rapport à l'effectif 2022, Sonny Colbrelli a pris sa retraite. Un coureur est parti en cours de saison, c'était au mois d'août, c'était Dylan Teuns qui était parti à la Israël. D'autres coureurs sont partis finalement par rapport à ces arrêts, à l'arrêt de Colbrelli et au départ de Teuns en cours de saison. C'est un effectif plutôt stabilisé avec un Luis Leon Sanchez qui est parti à la Astana, un Stephen Williams qui est parti à la Israël, un Jan Tratnik qui est parti à la Jumbo-Visma. Finalement, au niveau des départs, on est dans la continuité. On n'a pas réellement de gros départs qui marquent. C'est clair qu'à part Dylan Teuns, d'ailleurs ça ressemble un peu à un panic buy de la part d'Israël de l'avoir pris au mois d'août pour essayer de sauver leurs fesses à l'époque. Mais non, il n'y a pas de gros départ et ils perdent pas de coureurs majeurs. C'est vrai que cette équipe s'inscrit dans une certaine continuité avec des cadres qui sont là depuis un bout de temps, Damiano Caruso, même Jack Haig, Pello Bilbao, ça fait quand même quelques années qu'il est là au sein de cette formation de Bahreïn. Il y a l'air d'avoir une certaine confiance entre les leaders et le staff technique et même les coéquipiers. Il y a peut-être un esprit familial finalement aussi dans cette équipe. Alors ok, c'est une équipe qui a des grands objectifs, qui est capable de gagner des grandes courses, mais on fait pas n'importe quoi. On sent que dans la gestion, on fait pas n'importe quoi. Avec aussi un Domen Novak qui est parti à la team UAE. On regarde au niveau des arrivées, 7 arrivées, mais finalement des arrivées on va dire plutôt de seconde zone. Les 2 arrivées principales, je te dirais Andrea Pasqualone de l'Intermarché Wanty Gobert. Dans le profil, ça ressemble un petit peu à un Sonny Colbrelli quand même, Andrea Pasqualone, et puis Nikas Arndt qui arrive de la DSM. Là aussi, bon sprinter, coureur capable aussi d'être un passe-partout, de renforcer aussi un train de sprinter ou un groupe de classic man. On n'a pas fait n'importe quoi, on a renforcé finalement les leaders. Non seulement on a renforcé les leaders, mais on a su recruter dans des secteurs qui étaient un peu défaillants, comme tu l'as si bien dit, Andrea Pasqualone, sur des parcours qui se finissent au sprint, mais avec quelques bosses auparavant. C'est quelqu'un qui peut tirer son épingle du jeu, même sur des arrivées en faux plat montant, voire peut-être un peu plus dur. Ce n'est peut-être pas quelqu'un qui est capable de remporter des grandes victoires, mais qui peut aller chercher des top 5. Et j'ai envie de dire que Niklas Arndt, c'est un peu pareil, c'est pas quelqu'un qui peut remporter de grandes victoires. Mais encore une fois, on rappelle que chaque équipe a besoin de marquer des points, et un coureur qui est capable de faire plusieurs top 10, plusieurs top 5, c'est parfois plus précieux qu'un coureur capable de gagner 1 ou 2 succès dans la saison, mais qu'on ne revoit pas pendant 2 ou 3 mois. On a parlé de Mikel Landa, je suis un peu dur avec lui en prononçant ces quelques mots, mais un coureur capable de faire des top 5, top 10 de façon régulière, c'est important dans une équipe. Peut-être que d'un point de vue prestige, c'est moins glamour, c'est moins claquant, mais d'un point de vue comptable, ça fait du bien aussi. 2023 pour la Bahreïn Victorieuse, on va en parler un peu pour conclure la grande presse 2023 avec toi Étienne sur la Bahreïn. Finalement, j'ai envie de te dire, on en parlait un petit peu dans la première partie, mais la Bahreïn, ils sont capables d'accrocher des grosses victoires sur des classements généraux. Je vais pas seulement me concentrer sur les grands tours, qui sont quand même aujourd'hui les grands tours, alors mis à part la victoire surprise de Jay Hindley avec la Bora, mais ils sont plutôt réservés aux top équipes. Mais est-ce qu'ils sont capables d'accrocher, je sais pas, un Tour du Pays Basque avec un Pello Bilbao par exemple? Et c'est ça qu'ils doivent viser? Encore une fois, c'est compliqué de se projeter parce qu'on connaît pas totalement les programmes encore de tous les coureurs. Il suffit qu'un Tadej Pogačar décide d'aller dans la foulée du Ronde sur le Pays Basque, c'est très peu probable. Mais il suffit qu'il ait envie de faire le doublé Ronde Pays Basque. Tout de suite, on sait que la victoire d'un classement général s'amenuise pour tous ses concurrents. Mais c'est clair que s'il n'y a pas une start list impressionnante, Pello Bilbao est un coureur intelligent, costaud, qui a des armes pour gagner à la pédale, suivre un bon coup de Trafalgar. Oui, Pello Bilbao peut gagner le Tour du Pays Basque, il peut aussi briller, pourquoi pas, sur le Tour de Catalogne s'il veut le faire. Maintenant, le problème, c'est que sur les grands tours, déjà le Giro, t'as Roglic et Evenepoel. Sur le Tour de France, t'as Vingegaard, Pogačar. C'est quand même dur.
c'est dur pour les autres. Après, je vais étendre le sujet sur Pello Bilbao. Il a pris le lead de cette équipe Bahreïn à la place de Mikel Landa, tu penses? Encore une fois, Mikel Landa, il fait quand même 3e du Giro, là où Pello Bilbao n'a jamais fait de podium sur un grand tour. Disons qu'à valeur égale, je pense que Mikel Landa est encore meilleur que Pello Bilbao, mais Pello Bilbao est plus fiable. Et pour moi, il est plus complet. Plus fiable, plus complet. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il lui manque encore un podium sur un grand tour pour dire qu'il a pris totalement le leadership. Je pense que les deux auront les mêmes libertés. Il n'y en aura pas un pour travailler pour l'autre tant que l'un n'aura pas perdu du temps par rapport à l'autre. Il y a un autre coureur qui est un peu dans l'ombre de ces deux, de Mikel Landa et de Pello Bilbao. Je pense à Jack Haig. Jack Haig, est-ce que 2023, c'est un peu l'année où il doit s'affirmer et prendre un peu plus d'épaisseur, ou est-ce qu'il va être encore dans l'ombre? Écoute Guillaume, je dis pas ça parce que je suis né en 93, mais il va avoir 30 ans cette année. Il est plus au stade du jeune coureur maintenant. Jacket, c'est un coureur qui commence à avoir de l'expérience. Et son année 2022 a quand même été compliquée. À part Paris-Nice où il brille sur la Ruta del Sol. Après, il disparaît sur le Tour de Catalogne. Sur les Ardennaises, on peut pas dire qu'il pèse. Sur le Dauphiné, c'est pas si mal que ça, mais à la pédale, il est quand même à des années-lumière d'un Vingegaard pour Roglic. Et sur le Tour de France, malheureusement, il a pas fini les pavés. Donc bon, difficile à dire. Disons qu'il a pas eu de chance, c'est clair, sur le Tour de France. Victime d'une grosse chute, mais il va être attendu au tournant. C'est clair que il ne devra pas connaître une deuxième saison comme il a connu en 2022, sinon il est clair qu'il pourra difficilement prétendre à un statut de leader au sein de la Bahreïn ou même d'une autre top équipe. Si je te dis Matej Mohoric, t'en attends quoi toi en 2023? C'est marrant Matej Mohoric parce que il fait une descente du Poggio extraordinaire sur Milan-San Remo qui lui permet de claquer un monument. Sur Paris-Roubaix, s'il a pas de malchance, je pense qu'il est pas loin de gagner. Et après, plus rien. Matej Mohoric, on l'a quasiment plus vu. Sur le Tour de France, il est totalement en retrait par rapport à ce qu'il avait fait en 2021. Donc ouais, c'est marrant de demander à un coureur qui a gagné un monument et qui a failli en gagner un deuxième de rebondir, mais je suis pas loin de penser qu'il va devoir quand même rebondir en 2023. Il remporte la Croix Race à la fin de la saison. C'est vrai qu'il remporte la Croix Race, mais même s'il y avait Vingegaard, il a quand même eu une traversée du désert de 4-5 mois. On espère pour lui, Matej Mohoric, que cette fin de saison 2022 sera bénéfique pour lui pour l'année 2023. Il avait aussi terminé deuxième du Grand Piemonte au mois d'octobre. On va parler pour terminer dans cette présentation de la Bahreïn Victorious. Allez, je voudrais m'arrêter sur deux coureurs qui sont pour moi des espoirs et des coureurs qui doivent maintenant passer un petit cap. Dans un premier temps, je vais quand même parler d'un coureur qui a quand même fait un Tour d'Espagne, un dernier Tour d'Espagne où il s'est beaucoup mis en valeur. C'est Fred Wright. Après ce qu'il a fait au Tour d'Espagne, il fait 7e du dernier Tour des Flandres. Moi maintenant, Fred Wright, je l'attends. Il a 23 ans. C'est un espoir du cyclisme britannique. Je l'attends maintenant en tant que leader sur certaines courses pour la Bahreïn. Je pense notamment flandrienne, je pense notamment à un tempérament offensif sur des grosses courses. Guillaume, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand on parle de coureurs à suivre sur la saison 2023, et là je te parle pas juste à suivre pour suivre, mais pour gagner de grandes courses, le nom de Fred Wright n'est pas tant cité que ça. Mais j'ai envie de te dire, il y a quand même un truc qui est symbolique, c'est que sur Rival Manager, c'est un des coureurs qui a été le plus pris par les concurrents. On a à peu près 2500 à jouer. Il a été pris près de 1000 fois par 1000 managers différents. Ça, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui en attendent parmi les spécialistes de Fred Wright. Et comme tu l'as dit, 7e du Tour des Flandres, une Vuelta avec 7 top 10 et 3 podiums d'étape. Oui, c'est un coureur qui est capable d'aller en claquer une grosse et créer de grandes surprises. Il est jeune, sa maturité est encore loin d'être effective. Donc il va progresser cette année, c'est tout le mal que je lui souhaite du moins, s'il lui arrive rien. Oui, Fred Wright, c'est quelqu'un qui peut aller loin. Fred Wright, qui est spécialiste de la piste, grosse pointe de vitesse, capable de briller sur des classiques. C'est un gros moteur, on va l'attendre dès le printemps finalement. Peut-être même encore plus tôt, dès la fin de l'hiver, sur des courses fin février, début mars. Pourquoi pas sur un Paris-Nice, c'est quelqu'un qui passe les bosses, qui peut très bien aller chercher un succès d'étape dessus. S'il fait Tirreno, c'est pareil, il peut très bien aller chercher un succès sur une étape un peu escarpée. On sait que à la pure pédale face aux meilleurs sprinters, il peut pas encore rivaliser, mais une fois que les purs sprinters se sont fait éliminer, là ça devient un sacré client par contre. Autre coureur dont j'aimerais te parler, Étienne, on va terminer sur lui. C'est un autre spécialiste de la piste. C'est quelqu'un qui vient d'avoir 22 ans, qui a explosé aux yeux du grand public dans le cyclisme mondial en fin de saison. C'est Jonathan Milan, l'Italien, qui a claqué 2 étapes sur la Croix Race, alors qu'il y avait quand même une bonne densité au sprint sur la Croix Race. Jonathan Milan, elle est là aussi, l'autre pépito au niveau du sprint. Peut-être plus pour Jonathan Milan, grosse pointe de vitesse. Sprint, mais encore une fois, quelqu'un qui est pas si mauvais que ça quand ça grimpe. Alors, pas sur des ascensions de 10 bornes, attention Guillaume, mais sur des petites bosses de 1 ou 2 km quand il faut monter en puissance.
sur la Crow Race, on s'est aperçu qu'il était pas si mal que ça. Donc, on parlait de Sonny Colbrelli. Je pense que c'est peut-être le coureur qui se rapproche le plus de Sonny Colbrelli pour le coup. Après, Jonathan Milan, pour le coup, est-ce qu'il va être plus dans un rôle de poisson pilote de Phil Bauhaus ou tu penses que ça va être juste un vrai, réel leader sur le sprint? Ça dépendra. Si c'est totalement plat, il peut être un bon poisson pilote. S'il y a un peu de boss, Phil Bauhaus, dès que ça grimpe, c'est quand même compliqué pour lui. Donc, il peut avoir un statut de leader. Sur une course où il y a une étape de pur plat, il peut très bien se roder en lançant un Phil Bauhaus pour ensuite avoir sa carte personnelle une ou deux étapes plus tard, avec un peu de caisse et de rythme en plus. J'en attends pas mal de ce coureur aussi, qui peut vraiment être une grosse surprise. Enfin, il a déjà fait une très belle fin de saison en 2022, mais ça peut être quelqu'un qui peut aller marquer de gros points un peu partout en 2023. Ouais, Jonathan Milan, on va suivre. Il y aura peut-être pas énormément de pression sur ce coureur qui a vraiment brillé sur la toute fin de saison en 2022, mais c'est quand même quelqu'un... Bon, sur la piste, il est champion olympique et champion du monde de poursuite par équipe en 2021 avec les Italiens. Il forme une bonne paire avec Filippo Ganna, c'est peut-être pas pour rien non plus. Oui, c'est clair, ils sont assez complémentaires. Ganna, c'est le rouleur par excellence. Jonathan Milan, c'est la personne qui peut justement finir le boulot d'un rouleur. Sur piste, ça peut être ça, donc... Oui, parce que c'est vrai qu'il roule bien. En plus, c'est quelqu'un qui sait rouler contre la montre, pas sur des contre-la-montre de 40 bornes, mais c'est quelqu'un qui peut défendre son beefsteak sur des chronos de moins de 15 bornes, on va dire. À voir, à suivre, Jonathan Milan. Merci Étienne d'avoir été avec moi pour la présentation de la Bahreïn Victorious pour la saison 2023. On arrive dans les tops équipes du peloton mondial. Et puis Étienne, on se retrouvera aussi dans quelques jours pour boucler un petit peu la boucle. On va se retrouver dans quelques jours, Étienne, avec notamment une formation britannique. Je te remercie Étienne et puis on se dit à bientôt dans Vélo Podcast. Eh bien, avec grand plaisir. Je te remercie encore une fois Guillaume et puis à très bientôt dans Vélo Podcast. Ciao, ciao.